Bonjour Sam. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une ressource incroyable, l'énergie cachée dans nos mers et océans. Il couvre 70% de la planète, c'est juste gigantesque, hein. Absolument. C'est une réserve d'énergie phénoménale et surtout très diverse. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur les documents qu'on a. On parlera des vagues, des marées, des courants aussi. Oui, sans oublier les différences de température, de salinité et même l'éolien, mais version offshore. L'idée, c'est un peu de faire le point sur où on en est avec tout ça. Exactement. Une analyse un peu approfondie des technologies actuelles. Alors on commence par quoi? Peut-être l'énergie des vagues, la houle. Oui, bonne idée. Les vagues, on les voit, on les sent. Les documents montrent plusieurs approches. Il y a ce Pélamis, on dirait un grand serpent de mer articulé, 180 mètres quand même, hein. C'est ça. L'avantage, c'est qu'il est assez discret visuellement. Par contre, ça a l'air techniquement complexe et donc potentiellement coûteux. D'accord. Et à côté, il y a le Wave Dragon. Ça, c'est différent, une plateforme immense qui collecte l'eau. Oui, une plateforme avec un réservoir en hauteur, l'eau qui déborde actionne des turbines. C'est plus simple comme concept, mais forcément plus vulnérable aux grosses tempêtes. Logique. Et le troisième système, le CETO, des bouées sous l'eau. C'est bien ça. Tout à fait. Des bouées immergées qui pompent de l'eau sous pression vers une centrale à terre. Le gros plus, invisible en surface et protégé des pires conditions météo. D'ailleurs, Ceto, c'est le nom d'une déesse marine grecque. Intéressant. Mais cette immersion, ça ne complique pas terriblement la maintenance? C'est un des défis récurrents pour beaucoup de ces systèmes marins. L'environnement est très corrosif, très difficile. Bon, après les vagues, qui sont un peu imprévisibles, il y a les marées, beaucoup plus régulières. Ah oui, l'énergie marémotrice. Là, on exploite la différence de hauteur d'eau, le marnage. L'exemple classique, c'est l'usine de la Rance, en France. Elle tourne depuis les années 60, depuis 1967 exactement, et elle produit 240 mégawatts. Pour donner une idée, c'est de quoi alimenter une ville comme Rennes. Le grand avantage, c'est hyper prédictible et zéro gaz à effet de serre. Prédictible, c'est clé pour le réseau électrique. Mais il y a des inconvénients, j'imagine. Oui, principalement le coût initial du barrage, qui est très élevé. Et puis il y a un impact écologique local. Ça peut gêner la migration des poissons, modifier la sédimentation. Et on ne peut pas en construire partout. Il faut un marnage important. D'accord, donc des sites assez spécifiques. Et si on utilisait directement la force des courants, sans barrage? Avec des hydroliennes? C'est l'idée, oui. Des sortes d'éoliennes sous-marines qui captent l'énergie cinétique de l'eau qui se déplace. On a des projets tests comme à Paimpol-Bréa ou Sabella près d'Ouessant. Et ça, c'est prédictible aussi, comme les marées. Oui, les grands courants sont très réguliers, l'impact visuel est quasi nul, mais là encore, défi de maintenance sous l'eau et potentiellement de l'érosion par le sable charrié par les courants. D'accord. Et où trouve-t-on les courants les plus forts? Ah, le record, c'est dans la baie de Fundy, au Canada. Le potentiel là-bas est juste colossal. Incroyable. On passe de la force mécanique à quelque chose de plus subtil. L'énergie thermique des mers, l'ETM. C'est bien basé sur la différence de température. Exactement. Entre l'eau chaude de surface et l'eau froide des profondeurs. Il faut un écart d'environ 20 degrés Celsius, donc c'est surtout viable dans les zones tropicales. Et comment on transforme cette différence de température en électricité? Il y a plusieurs cycles possibles. Le cycle ouvert, qui a l'avantage de produire de l'eau douce en plus de l'électricité. Le cycle fermé utilise un fluide qui s'évapore et se condense. L'atout majeur, c'est l'empreinte carbone. Cavie nulle. On parle de 400 fois moins qu'une centrale à charbon. Le projet Nemo en Martinique explore ça. 400 fois moins, c'est impressionnant. Et il y a encore une autre piste encore plus étonnante peut-être, l'énergie osmotique. Là, c'est la différence de sel. Oui, entre l'eau douce d'un fleuve et l'eau salée de la mer, par exemple? On utilise une membrane spéciale, semi-perméable. L'eau douce est attirée vers l'eau salée, ça crée une pression qu'on peut utiliser. Fascinant. Mais ça semble très pointu, hein, comme technologie. Ça l'est. C'est la moins mature de toutes, et la plus chère pour l'instant. Statkraft en Norvège avait lancé un prototype, mais c'est encore très expérimental. Pensez à la mer Morte. On y flotte super bien car elle est extrêmement salée. C'est cette différence de concentration qui est la source d'énergie potentielle. Je vois. Mais on ne peut pas parler d'énergie marine sans aborder l'éolien en mer, l'offshore. Pourquoi mettre des éoliennes en mer, finalement? Tout simplement parce que le vent y souffle plus fort et de manière plus constante qu'à terre. Le potentiel est immense. En France, on a le deuxième gisement d'Europe. Le deuxième. Ah oui, quand même. Et on a des exemples concrets? Oui. Prenez le parc en construction au large de Dieppe-le-Tréport. 62 éoliennes prévues pour une puissance totale de presque 500 mégawatts.
Ça pourrait alimenter environ 850 000 personnes. Chaque éolienne, c'est un géant de près de 200 mètres de haut. Impressionnant. Et le document mentionne des fondations particulières, type jacket, pour créer un effet récif. C'est quoi l'idée derrière ça? L'idée, c'est d'essayer de favoriser la biodiversité locale, que la structure elle-même devienne un habitat pour la faune marine. Bien sûr, il y a toujours des études d'impact très poussées sur les oiseaux, les mammifères marins, les poissons, pour minimiser les effets négatifs. D'accord. Mais avec toutes ces sources différentes, vent, vagues, marées qui sont parfois intermittentes, comment on gère tout ça sur le réseau électrique? Ah, c'est là que les réseaux intelligents, les fameux smart grids, entrent en jeu. Ils permettent de mieux équilibrer la production et la consommation, d'anticiper. Et le stockage d'énergie est crucial aussi. Le stockage. Comment on stocke l'énergie des marées, par exemple? Une des pistes prometteuses, c'est l'hydrogène. Quand il y a un surplus de production renouvelable, on utilise cette électricité pour produire de l'hydrogène, par électrolyse de l'eau. Cet hydrogène peut être stocké et réutilisé plus tard pour produire de l'électricité quand on en a besoin. C'est un moyen de gagner en flexibilité. Donc, si on résume, un potentiel énorme dans les océans, avec plein de technologies différentes. Vagues, marées, courants, chaleur, sel et vent en mer. C'est ça. Mais on voit bien que ces technologies sont à des stades de développement très variés. Chacune a ses avantages, mais aussi ses défis. Techniques, économiques et bien sûr environnementaux. Il n'y a pas de solution unique. Tout à fait. Ce qui nous amène à une question de fond, finalement. Comment va-t-on réussir à exploiter cet immense potentiel énergétique marin tout en maîtrisant les coûts, en surmontant les obstacles techniques et surtout en préservant absolument les écosystèmes marins? Trouver ce juste équilibre, c'est sans doute le vrai défi pour une transition énergétique qui soit réellement durable.